à cette rencontre. Content de vous voir parmi nous. Je ne vous vois pas à la maison, mais merci aussi d'être là. Donc ce soir, rencontre somme toute intéressante. On a remarqué que ce que vous avez aimé la dernière fois, c'était entendre parler, moi puis Alex, sur les différents points administratifs. Non, c'est pas vrai, je suis sûr que c'était plus les vidéos, ces choses-là. Donc, vous allez voir ce soir beaucoup de points techniques au niveau des vidéos, ces choses-là. Alex va débuter. Je pense qu'il y a 2-3 petits points. Il m'a promis que ça n'allait pas durer plus que 10 minutes pour vous autres. Donc, au niveau de la Ligue. Et puis, après, on a demandé à M. Jonathan Roof de faire une présentation sur annihiler une chancette de marquer. Jonathan avait fait la présentation l'année dernière à un groupe d'arbitres nationaux. La présentation avait été plus qu'intéressante. Donc, ce que j'ai demandé à Jonathan, c'est de refaire la présentation ce soir. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de contenu vidéo et tout ça. Donc, si vous avez aussi des questions à poser, ça va être le moment pour le faire. Okay? Donc, je souhaite une bonne rencontre, puis je laisse la parole à Alex. Okay? Donc, bonne soirée. Moi, je ne reviens plus du tout de la soirée. Bon. On m'entend-tu avec ça? OK. Je vais juste le tenir, là, parce que sinon, ça m'agace un peu. Donc, encore aujourd'hui, je reviens avec des points administratifs. C'est toujours très palpitant et intéressant, mais heureusement, ça devrait passer quand même assez rapidement aujourd'hui. Donc, on pourra passer à la partie la plus intéressante de la réunion. Un des points qu'il y a eu, c'est qu'on a eu des orages cette année. Donc, il y a des matchs qui ont été cancellés à cause des orages. On veut juste rappeler la règle qui nous a été communiquée par la CSA. Donc, soit la règle du 30-30. Donc, s'il y a des orages, vous êtes quand même tenu d'attendre 30 minutes pour voir si l'orage va se dissiper. Puis, on considère que c'est dissipé dans le cas où est-ce que le délai entre le coup d'éclair et le coup de tonnerre est de 30 secondes. Okay. Donc, si en dedans les 30 minutes d'attente, le délai est rendu à 30 secondes entre l'éclair et le tonnerre, vous pouvez reprendre le match. Okay. Donc, ça, c'est la directive, c'est la règle qui nous a été communiquée par la CSA. Donc, c'est celle qu'on veut appliquer ici à la Fédération. Aussi, on dit 30 minutes, mais utilisez quand même votre gros bon sens. Si vous êtes en train d'arbitrer Outaouais contre Québec en Outaouais, c'est énormément de trajets. Donc, on vous demande juste de faire preuve de bon jugement et puis de voir si vous pouvez attendre un petit peu plus longtemps pour voir si l'orage va se dégager afin de ne pas demander aux équipes de faire des coups bien supplémentaires. Deuxième point qui est revenu, si vous êtes assigné sur des matchs PLSQ ou des matchs PLSQ réserve, votre arrivée au match, c'est 90 minutes avant l'heure prévue du début du match. Okay, ce n'est pas 45 dans ce cas-ci. Donc, c'est 90 minutes pour des matchs PLSQ. Donc, pour ceux et celles qui sont assignés sur des matchs PLSQ et des matchs PLSQ réserve, assurez-vous, s'il vous plaît, d'arriver 90 minutes à l'avance. Parce qu'à 60 minutes avant le match, on commence à avoir des appels disant qu'il manque un arbitre. Donc, s'il vous plaît, soyez assidus. Puis aussi, un petit point, c'est qu'il y a des changements qui ne sont pas pareils avec la LSEQ. Donc, s'il vous plaît, en prendre connaissance. En particulier au niveau des changements. Dans la LSEQ, un joueur qui sort du terrain, qui est remplacé, peut revenir sur le terrain plus tard. Dans la PLSQ, ce n'est pas le cas. Si un joueur qui est sur le terrain se fait remplacer, il est remplacé, il ne peut pas retourner sur le terrain. Donc ça, c'est juste un des exemples des règlements qui sont différents, mais juste en prendre compte, s'il vous plaît. Si vous êtes assigné sur la PLSQ, renseignez-vous sur les règlements. Assurez-vous de bien les avoir. Il n'y a pas de différence entre réserve et régulier? Non. Réserve ou régulier, okay, que ce soit PLSQ ou PLSQ réserve, c'est la même règle à ce niveau-là. Troisième petit point, c'est la Coupe des maîtres qui commence en fin de semaine. Il y a 2 matchs en fin de semaine, puis il y a plusieurs matchs dans les fins de semaine qui suivent. La Coupe des maîtres, c'est le O35, donc c'est la Coupe Over 35 qui commence cette fin de semaine. Les règlements spécifiques sont sur le site de la FSQ. Puis je vais faire un envoi aux arbitres qui arbitrent en fin de semaine, puis un envoi plus général par la suite aux arbitres avec les règlements en attaché.
Un autre point, il y a plusieurs arbitres qui se sont fait donner une amende pour l'homologation des matchs en plus de 48 heures. S'il vous plaît, je vous demande si vous avez, je vous demande, c'est vous, c'est le tiers du tarif du match que vous perdez parce que vous ne le faites pas en dedans de 48 heures. Là, je ne parle pas des arbitres qui se font remplacer, qui remplacent quelqu'un au centre, puis que moi, il faut que je les switcher sur le PTS. Là, je parle des arbitres qui étaient assignés, qui ont fait le match. Assurez-vous d'y aller à l'heure. Ça vous coûte cher pour très peu de bénéfices. Okay. Puis l'autre point, c'est un point qui a été soulevé par certaines équipes de la LSEQ. Vers le bas de la page, quand vous homologuez, vous avez plein de petits choix qui disent vestiaire, terrain à ligne adéquate, filet adéquat, etc. Par défaut, c'est non. Puis pour chaque non qui est écrit par défaut, ça c'est en passant, ça vient d'une feuille de match qu'on a pris telle quelle du site web. Là. Okay. Tous ces noms-là, c'est une amende à l'équipe qui est donnée. Okay. Puis là, l'équipe, évidemment, se plaint, disent que non, c'est pas vrai, il faut faire le tri à l'arbitre. L'arbitre, il n'a pas changé pour oui dans le PTS. Faites juste vous assurer, s'il vous plaît, de bien cocher le oui ou le non de la façon où qu'est-ce que vous avez observé. S'il n'y avait pas de drapeau de coin, vous mettez non, vous ne mettez pas oui. S'il y en avait, mettez oui, s'il vous plaît. C'est juste pour... Question de bien vivre avec nos voisins, si on veut. Là. Puis, mon dernier point, comme j'ai dit, je voulais passer ça rapidement. J'ai environ encore une dizaine d'arbitres qui ont fait des matchs cette année, qui ont une paye qui les attend, mais qui, malheureusement, ne peuvent pas être payés, faute de documents manquants. Donc, soit votre chèque, votre numéro d'assurance sociale, peu importe ce qui manque, votre dossier n'est pas complet. Donc, si vous n'avez aucune paye, ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait de match cette année, peut-être demander, voir si votre dossier est complet et que vous êtes capable d'être payé cette année. Donc, par exemple, il y a un arbitre qui nous est venu cette année pour nous dire que ce n'est pas fait payer l'année passée. Du tout. Mais c'est parce qu'on a une pile de payes qui nous attendent avec son nom dessus, mais son dossier est incomplet. Donc, juste vous assurer que tout est en belle et bonne forme, s'il vous plaît. Fait que, comme je t'ai dit, je voulais faire ça court, il n'y avait pas grand-chose à trop discuter. Est-ce qu'il y a des questions par quelqu'un? Oui. La première, au niveau des vestiaires, il faut qu'on dise non. C'est quoi le standard de la liste? C'est-à-dire, est-ce que douche et vestiaires doivent être séparés, arbitre et joueur, ou tout simplement, dès qu'il y a accès à une douche, c'est considéré qu'on a les arbitres ont accès à une douche? Je vais laisser Mathieu répondre la question. Hey, je vous avais promis que je reviendrais pas. Ouais. J'y fais briser sa promesse. Désolé, je vous avais promis que je ne reviendrai pas. Non, c'est au niveau des vestiaires, ce qu'on veut savoir, s'il y a des douches. Effectivement, si vous n'avez pas de douche pour vous autres, il faut attendre que toute une équipe passe. C'est comme, tu sais, exemple, je sais qu'à TMR, c'est un problème. Mettez non, mais spécifiez-le sur la feuille, c'est quoi le problème. Comme on a eu un problème cette année, je vous dirais, l'arbitre a mis oui au vestiaire, mais il y avait des vestiaires juste pour une équipe. C'est l'équipe locale qui a pris le vestiaire. Okay? Fait que l'équipe visiteur n'était pas contente de ça. Puis la Ligue n'a pas mis d'amende automatiquement à cause de l'arbitre a écrit oui. Okay? Donc, il faut qu'il y ait vestiaire, douche. Puis il ne faut pas que les arbitres attendent qu'une équipe passe au complet pour avoir accès aux douches. Okay? Un point qui est important, puis que j'entends beaucoup, puis merci de m'avoir ouvert la parenthèse, c'est vous avez des vestiaires, prenez-les. Okay? Ce qu'on voit beaucoup, c'est, puis même les clubs commencent à nous le dire, pourquoi avoir un vestiaire pour les arbitres, ils changent sur le bord du terrain. Okay? Alors, on a un standard Ligue Élite, on veut un standard d'excellence, vous avez des vestiaires à votre disposition, prenez-les, allez-y, puis pour l'esprit d'équipe, c'est la meilleure chose. Vous vous rendez au vestiaire, vous vous changez, prenez les vestiaires. Puis c'est beaucoup plus chic que voir un arbitre en bobette sur le bord du terrain, okay? Que j'ai vu à plusieurs reprises, soit dit en passant cette saison. Okay? Donc, utilisez-les, super important. Okay? J'ai débordé un peu du cadre. Deuxième question. Est-ce qu'au niveau PLSQ réserve, ce sont des secrétariats par PLSQ? Non, c'est la même chose que D1. D1. Oui.
C'est ça. D'autres questions? Non. C'est bon. Ben Alex, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne te repasserai pas le micro. Tu avais fini ta partie. Pendant que j'ai le micro, je ferai venir. Non, je n'attends pas tout de suite. Patient. Okay. Je demanderai à Émilie de venir. Est-ce qu'il y en a qui ont pris leur courriel aujourd'hui? Okay. Donc, à son plus grand bonheur, Valérie part en congé de maternité, donc elle grandit la petite famille. Donc, elle part à compter de demain, c'est sa dernière journée. Donc, Émilie va prendre le rôle de Valérie. Donc, c'est avec elle que vous allez faire affaire pour la prochaine année. Donc, soyez gentils avec elle, puis elle va l'être avec vous autres, j'en suis certain. Excellent. Et donc, bienvenue, Émilie. Excellent. Et puis, pour le reste de la réunion, comme j'ai dit, il nous a promis d'être très, très intéressant. Donc, on fait venir. Donc, je vous présente Jonathan Rouve. Jonathan est responsable de l'arbitrage à l'Association régionale soccer des Laurentides. Aussi membre élu du comité d'arbitrage au niveau de la fédération. Donc, c'est-à-dire que ses autres pairs au niveau des autres responsables régionaux l'ont élu. Donc, c'est ça. Donc, je vous souhaite une bonne rencontre avec lui. Puis, comme j'ai dit, il n'y a pas le choix d'être intéressant. Même le casque, tout le kit. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce soir pour une présentation sur, comme Mathieu l'a dit en introduction, sur le sujet annihiler une occasion de but évidente ou avec l'acronyme qu'on connaît plus, l'acronyme anglophone qu'on connaît pour la plupart, le DOGSO. Donc, je vais faire, comme Mathieu le disait plus tôt, la grande partie de la formation va être axée sur les vidéos, donc sur l'aspect pratique, mais il y a quand même certains critères là, théoriques qu'il faut passer à l'avant. Donc, première partie de la formation, on va passer à travers les éléments de la loi. Qu'est-ce que la loi nous dit? Puis, ce que je vais vous amener par la suite, c'est on va regarder des statistiques. Il y a eu des études qui ont été faites à travers le temps pendant des saisons. Donc, je vais vous amener sur ce sujet-là, voir les statistiques pour encore mieux comprendre un petit peu plus en détail pourquoi ça a une importance aussi grande, ce sujet-là. C'est quoi les conclusions qu'on peut en tirer. Puis aussi les discussions qu'il y a au niveau là, du DOGSO, les discussions au niveau des experts, ce qu'ils en disent, vers où ça s'en va ce sujet-là, parce qu'il y a des discussions pour faire des modifications à la loi. Puis on va aussi, comme le disait Mathieu, analyser des situations de match. Donc, partons avec la définition. Donc, définition de annihiler une chance évidente. Donc, soit, je pense que je n'apprends rien à personne, en commettant une faute passible d'un coup franc ou d'un coup de pied de réparation, ou encore en touchant délibérément le ballon de la main, sauf le gardien de but dans sa propre surface de réparation. Ce qui est le plus important ici, c'est les considérations. Les considérations qui vont nous permettre d'établir une réflexion en tant qu'arbitre. Okay? Puis c'est là qu'il faut que vous soyez vigilants et vous établissiez un mécanisme pour déterminer ce que vous devez amener dans votre réflexion qui dure là quelques secondes. Donc, c'est important que ça devienne un automatisme. On les a ici à l'écran. Donc, la direction du jeu. Okay? Donc, la direction du jeu, la distance entre l'endroit de l'infraction et le but. Okay? Donc, ce que ça veut dire, plus on est près du but adverse quand la faute est commise, plus
l'occasion est évidente. Inversement. Ensuite de ça, est-ce que le joueur qui est en attaque a la probabilité de gagner ou de conserver le contrôle du ballon? Et ensuite de ça, la position et le nombre des défenseurs. Donc, comment sont placés les défenseurs? Le nombre, dans quel angle d'attaque? Donc, tous ces éléments-là sont importants. Maintenant, ce qu'on entend souvent en tant qu'arbitre, ce que vous allez souvent entendre, c'est le syndrome du dernier défenseur. Souvent, on va entendre ça des entraîneurs dans les estrades aussi. On nous parle de dernier défenseur, mais à nulle part dans la loi, il est précisé que ça a un quelconque rapport avec le dernier défenseur. Donc, la loi est précise, la loi parle de considérations précises et c'est ces considérations-là qu'il faut prendre en compte dans notre raisonnement. Une mention évidente aussi dans la loi, c'est qu'on parle de évident, pas de possible, pas de probable, de chance possible, de chance probable. C'est une chance évidente. Puis quand on parle, tantôt je disais la direction, OK? Une autre chose, c'est est-ce que c'est direction vers le but directement dans le bon angle? Non. La loi, ce qu'elle dit, c'est vers le but. OK? Donc, vers le but, on peut être en angle de chacun des côtés. On n'est pas nécessairement dans le bon angle en direction du but, mais on est toujours vers le but. OK? Donc, en conclusion là, de la théorie des éléments importants de la loi, on a vu les considérations, puis c'est ces considérations-là qui sont à prendre en compte lorsque vous amorcez, vous constatez la faute et vous amorcez votre réflexion, à savoir la sanction administrative qui doit être donnée. Et il faut que les considérations que j'ai nommées, les quatre, on peut les résumer, puis j'y reviens encore, la direction, la distance, la position des défenseurs et le nombre de défenseurs, ainsi que la probabilité que le joueur en attaque gagne ou conserve le ballon. Donc, ces 4 points-là doivent ne faire aucun doute à l'arbitre pour que celui-ci expulse le joueur pour avoir anéanti une chance évidente de marquer. Si on n'est pas capable de répondre oui à ces 4 critères-là en entier, l'arbitre ne devrait pas expulser le joueur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Parfait. Peut-être de façon plus visuelle, OK? Ici, ce que je disais, donc vers le but, OK, on l'a ici. Donc, ce qui est dans la zone rouge, c'est les angles qui sont vers le but. Donc, et plus on élargit, plus on s'éloigne du but en distance, et plus on s'en va dans les zones jaunes et vertes, eh bien, plus l'occasion de but devient moins manifeste. Donc, l'occasion est plus faible. Plus on est dans la zone rouge, plus l'occasion de but est évidente. OK. Donc, on va regarder un premier clip ensemble, puis on va pouvoir en jaser après.
faut le regarder jusqu'à la fin, puis on va revenir. Ce que j'aimerais ça avoir quelqu'un de la salle qui va pouvoir donner son opinion, mais pas par rapport à ce que l'arbitre a fait. Revenez selon les considérations que je viens d'énoncer. Donc, et dites-moi ce que vous pensez qui devrait être la sanction en fonction de ces considérations-là. Allez-y. Votre nom? Allez-y. OK. OK, parfait. Mais comme je vous dis, oui, allez-y. Parfait. Donc, exactement. Le but ce soir, c'est justement de vous amener à avoir la réflexion en fonction de ce que je vous ai, les 4 considérations que je vous ai amenées. Donc, oui, de façon générale, je comprends bien votre réponse, mais il faut de plus en plus amener notre raisonnement en fonction des 4 critères et de répondre à chacun des critères un à un. Donc, on va leur jouer. Puis on va les passer un par un. Donc, au niveau de la direction, je pense qu'il n'y a aucun doute, la direction est vers le but. Au niveau de la distance est relativement courte, donc on dirait oui aussi. Au niveau du contrôle du ballon, McInerney, le joueur de Philadelphie à ce moment-là, est en avance sur le défenseur, donc c'est encore un oui. Par contre, si on regarde bien le début du clip, on voit très bien qu'il y a un joueur de l'Impact qui est en milieu plus centré, et puis que dès que McInerney aurait fait un crochet ou serait revenu vers le centre du terrain, ce joueur-là aurait été en mesure de pouvoir contester le ballon. Et c'est pour cette raison-là que le carton jaune qui est donné ici est la bonne sanction à donner. Parce qu'on n'a pas été capable de dire au niveau du nombre et de la position des défenseurs un oui. Et donc, étant donné qu'on n'est pas en mesure de dire que les 4 considérations sont remplies, le carton jaune est la bonne sanction dans ce clip-là. Ça va pour tous? Oui, allez-y. Oui. À ce moment-là, c'est une toute autre chose. Donc, le critère de la position et du nombre de défenseurs, dans ce cas-ci, n'est pas respecté à cause du défenseur qui revient en milieu de terrain. Si on oublie ce défenseur-là, il n'est plus dans l'équation, le carton vient de changer. Si on a le même clip, mais on oublie le défenseur qui est en position centrée, on vient de changer le couleur du carton. Ça va? Oui, mais quand même, un penalty. Je vais me rendre là à l'exemple le plus évident. Est-ce que vous considérez qu'un penalty, c'est une chance évidente de marquer? Parfait. Est-ce que le gardien est là pour pouvoir arrêter le ballon à ce moment-là? Parfait. Donc, vous venez de le dire, le gardien est là sur le penalty et on considère quand même que c'est une chance évidente de marquer. Donc, pour les mêmes raisons, dans ce cas-là, on va considérer que c'est quand même une chance évidente de marquer aussi. Parfait? Donc, en résumé, les 4 considérations, ce qui est le plus difficile dans tout ça, c'est justement, comme on vient de le voir, je reviens à votre question, d'être uniforme dans notre interprétation de c'est quoi une chance évidente. OK? Une position, puis une application uniforme. C'est ça le plus dur, c'est ça le but de venir vous présenter ce sujet-là ce soir, justement pour qu'on ait tous la même vision, qu'on ressorte d'ici. En tout cas, je n'ai pas la prétention de dire
ça va être compris également par tout le monde, mais c'est mon objectif, qu'on arrive à être de plus en plus uniforme dans la compréhension de ce sujet-là. Puis, encore une fois, si toutes les considérations sont respectées, on n'expulsera pas le joueur en tant qu'arbitre. Maintenant, les statistiques. Donc, oups, ça marche pas ça. Oups, c'est pas la bonne présentation. Je pense. Ah merde. Excusez, c'est pas la bonne. On va changer. OK. OK, donc les statistiques, pardonnez-moi pour ce... Donc, première des choses, on le voit par... j'ai beaucoup consulté le site de Pro Referees, qui est le site où ils font les Plays of the Week pour les arbitres de la MLS. Et puis, dans les 2 dernières années, là, vous le voyez, sur 33 semaines d'activité en 2014, on a considéré, là, on a donné 5 occasions de parler du DOGSO. Puis en 2015, déjà, en 12 semaines d'activité, on est déjà à 2 semaines où on parle de ce sujet-là. L'autre sujet qui est le plus important est le hors-jeu. Donc, vous voyez là, 5 sur 33, 2 sur 12, c'est un sujet qui accapare énormément d'importance, où les arbitres, oui, les arbitres de haut niveau sont très sollicités au niveau de ce sujet-là, mais c'est important de le comprendre, de bien le comprendre pour tous. Donc, mais le but, c'était de vous montrer comment c'est important et pourquoi on vient vous parler de ce sujet-là. Donc, statistiques, c'est plus des statistiques qui ont été trouvées par rapport à des analyses de résultats de match par l'UEFA. C'est des statistiques qui ont été récoltées là, en regardant les résultats sur le résultat de plusieurs saisons. Ici, on vient mettre dans les pourcentages de réussite selon différentes situations au cours d'un match. Donc, on a le penalty, qu'on vient de dire, selon les résultats de ces matchs-là, 3 chances sur 4, donc 75% de chances de but. L'échappée 1 contre 1, donc un attaquant contre un gardien, on parle de 48% de but. Okay, donc, plus ou moins 1 sur 2. Et ensuite de ça, l'échappée dont le gardien est battu, ben ça c'est quasiment une certitude, donc 95% de ces situations-là vont résulter en un but. Aussi, ce qu'ils ont sorti comme information très intéressant, et ça montre encore une fois là, toute l'importance du DOGSO et de la sanction qui vient avec, c'est qu'est-ce qui arrive avec un match dans lequel il y a un carton rouge qui est donné. L'équipe qui demeure à 11 joueurs marque 0,6 buts de plus, alors que l'équipe qui défend à un joueur de moins va marquer quasiment un demi-but de moins par match. Ce qui fait en sorte qu'au total, ça fait une différence entre les deux équipes de 1,1 but. C'est majeur. C'est majeur. Donc, l'impact surtout, on le sait, le soccer est un sport où il se marque peu de buts. OK? Donc, plus d'un but de différence lié à un sujet ou à une carte rouge, c'est majeur comme impact. Puis, l'UEFA a été encore plus loin et a donné une valeur à chacun de ces événements-là, mais en fonction du moment dans le match où ça se passe. Donc, la ligne verte en haut, c'est
carte rouge et penalty. Donc, les deux ensemble. Donc, on parle de, au début du match, une valeur de 1,8 buts jusqu'à se rendre à notre point 75 en fin de match, quand il y a 100% de joué, qui est égal à notre 75 pour un penalty seulement. OK? La ligne jaune est un but pratiquement certain. La ligne bleue est une carte rouge seulement. Ah, excusez-moi. C'est ça, carte rouge seulement. Et puis la ligne mauve est une échappée à 1 contre 1. Donc, on le voit là, il y a 3 éléments qui sont égaux, donc qui ont une valeur constante, là, que ça se produise à la première minute de jeu ou à la dernière minute de jeu, même valeur, tandis qu'il y a 2 situations, donc la carte rouge ainsi que carte rouge plus penalty, qui ont des valeurs dégressives dans le temps. Donc, plus on les commet rapidement au cours du match, plus la valeur a une importance élevée pour l'équipe adverse. Donc, je viens d'en parler, valeur d'un penalty, d'une échappée, d'un but pratiquement certain ne change pas en fonction du match. Les 2 autres sont dégressifs. Et puis, ce qu'on peut tirer comme conclusion de ça, dans un premier temps, en fonction du temps et pour une même situation, un joueur intelligent puis au fait de ces informations-là va pouvoir prioriser un résultat différent. Donc, si on sait qu'un penalty plus un carton rouge en début de match vaut 1,8 buts, OK? Alors que un penalty seulement ou un but, ça vaut seulement 1, bien on va peut-être être tenté en début de match comme joueur intelligent de laisser le joueur aller et de ne pas créer la faute. Au contraire, en fin de match, égalité au score, on a plus avantage à faire cette faute-là, prendre le penalty contre nous, prendre le carton rouge, parce que la valeur est rendue en bas de 1, alors que le but, laisser aller le but, c'est un but certain. Donc, il faut comprendre ça en tant qu'arbitre, il faut comprendre ces chiffres-là pour être en mesure d'être aussi intelligent que les joueurs à ce niveau-là, de savoir, d'anticiper, d'être en mesure de voir ce que les joueurs peuvent faire en fonction du moment dans le match où ils sont. Oui? Oui. Donc, si on... Le moment où ça se croise, bien, avec le penalty, le carton rouge penalty va croiser le penalty seulement à 100% du match. OK? Donc, l'intersection est ici. Donc, tout au long du match, mais l'important pour savoir, par exemple, pour un défenseur, faire le choix de dire, est-ce que je vais laisser aller le but ou je vais prendre la faute, le penalty et le carton rouge, c'est de savoir où ça traverse 1. Parce que tant que ça ne traverse pas 1, on devrait laisser aller. C'est quand ça traverse 1 que là, on a avantage à créer la faute. Donc, puis là, on parle à peu près de 80-82% du match. Donc, dans nos matchs de 90 minutes, on parle entre la 70 et la 75e minute de jeu, que ça devient plus avantageux de prendre la faute, passer ce temps-là. OK? Donc, dans la majorité des cas, pour un joueur défensif, laisser aller l'échappée est plus avantageux que de fauter le joueur. Et puis, si l'attaquant est en dehors de la surface de réparation et qu'une heure de jeu a été déjà jouée, faire la faute et prendre le carton rouge est plus avantageux que de laisser aller l'échappée. Donc ça, c'est tous des choses qui sont importantes à connaître. Parce que les joueurs bien informés le sont au courant de tous ces faits-là. Ça, je vais passer très rapidement.
c'est une discussion, je parlais des discussions que les experts ont. Les experts ont quoi comme discussion à ce sujet-là? C'est qu'ils trouvent que le carton rouge et penalty fait en sorte que c'est comme une triple punition en tant que telle pour l'équipe, parce que souvent ça va résulter en un but. Ils vont perdre un joueur, donc, OK, penalty, carton rouge et but. Donc, l'ensemble des trois, c'est on sanctionne, l'avis des experts, c'est qu'on sanctionne plusieurs fois la même chose. OK? Donc, il ne joue pas le match d'après en plus. Le joueur ne joue pas le match suivant. Donc, il y a des alternatives qui ont été analysées par l'UEFA pour amener de l'eau au moulin, pour dire comment on pourrait amener à changer les lois. Je pense pas que je vais passer beaucoup de temps là-dessus. Je vais plutôt aller directement à la conclusion pour ce qui est de l'aspect théorique de la présentation. Donc, je disais tantôt que l'élément le plus difficile, c'est d'obtenir une application constante et uniforme du DOCSO, qui est difficile à juger pour les arbitres. Puis, c'est pour ça que je vous l'ai amené tantôt. Il faut avoir un cadre de réflexion bien défini. OK? Donc, c'est beau, là, ce soir, on va en voir un et un autre des vidéos, et on va le faire toujours avec la même méthode de dire quelles sont les considérations. La difficulté après, pour vous en tant qu'arbitre, ça va être de mettre ça en pratique sur le terrain et d'être en mesure d'avoir ce mécanisme-là, ce cadre de réflexion-là, intégré et devenir un automatisme pour que ça se fasse en quelques secondes. Parce qu'on s'entend que c'est ça le délai de réaction que vous avez en tant qu'arbitre. Donc, c'est là la difficulté. Ce soir, on va arriver, je suis certain qu'on va prendre une grande majorité de bonnes décisions. Maintenant, c'est de transposer ça sur le terrain. Et là, c'est là que la vraie difficulté survient parce qu'on a peu de temps pour le faire. Donc, c'est important de l'avoir travaillé et retravaillé. Puis, aussi, je vous montrais les statistiques, mais c'est important d'être en mesure de comprendre puis d'analyser ce que les joueurs vont être portés à faire en fonction du moment où le match est rendu. Okay? Et du pointage. Le pointage, un pointage serré versus un pointage qui n'est plus serré, va certainement aussi avoir à faire dans la décision du joueur de commettre une faute ou non. Okay? Donc, il faut être en mesure de prendre cette information-là, de l'emmagasiner, puis d'être au courant, puis d'être capable d'anticiper sur le terrain en fonction de ces éléments-là. Ça va pour tout le monde? Allez-y, monsieur. Oui. 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 Oui, puis juste pour vous, je ne l'ai pas précisé, mais cette étude-là, ou ce 48%-là, d'où il vient, c'est que, je pense que peut-être pour les plus anciens, vont se rappeler, avant, en ligue, je sais pas si c'est en USL ou en... Il y avait une échappée à la fin du match, il y avait égalité, il y avait un temps précis, donc les arbitres minutaient. Si Jean Godon est à l'écoute, là, il va savoir de quoi je parle. Donc, les arbitres minutaient et puis le joueur partait d'un certain point sur le terrain et devait aller en confrontation un contre un contre le gardien, mais dans un temps limité. Donc, le 48% vient de ces échappées-là qu'il y avait dans la Ligue plus tôt. Donc, pardon? C'était en A-League? Merci. C'est bon. Donc, c'était en A-League. Donc, le 48% vient de là. Et oui, on considère qu'une échappée 1 contre 1 est une chance évidente de marquer. Tout dépendamment. C'est sûr que une échappée 1 contre 1, avec
tous les facteurs, on s'entend un contre un vraiment, là, distance, etc. OK? Pardon? C'était, oui. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça. C'était vraiment comme une fusillade au hockey. Exactement. D'autres questions sur la théorie avant de passer? Oui, allez-y. Oui, excusez-moi, je vous écoute. Non, c'est ça, comme je disais, tantôt on parlait, j'ai fait j'ai juste comparé avec le penalty. Le penalty, est-ce que vous considérez que c'est une chance évidente de marquer pour l'attaquant? Le penalty. Quand on octroie un penalty dans un match en tant qu'arbitre, est-ce que vous considérez que c'est une chance évidente? Oui, on a dit 75% du temps, ça se convertit en but. Donc oui, c'est une chance évidente. Est-ce que le gardien est là à ce moment-là? Sur un pénalty, le gardien est présent. Donc, dans les mêmes raisons, si le gardien est présent, pour le nombre et la position des défenseurs, il ne fait pas partie du compte. Là. Parfait? D'autres questions? Donc, parfait. On va passer aux vidéos. Il y en a plusieurs, donc on va avoir du temps. Oh. On va le repasser, là. L'image n'est pas très bonne. Mais je pense que pour les besoins d'analyse qu'on a ici, c'est amplement suffisant. Donc, sans se fier à la décision qui a été prise sur le terrain, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se risque à passer à travers l'analyse? Parfait. Donc, direction. La distance. Donc, il est à proximité du but. Maintenant, est-ce qu'il y avait un autre défenseur qui était en position? Parfait. Donc, oui. Est-ce qu'il était en contrôle? Donc, les 4 considérations sont présentes. Donc, carton rouge, c'était la bonne décision. Tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le doute? Celle-là est évidente? Ça va? Parfait. Est-ce qu'il y en a un ou une qui se risque sur celle-là? OK. Allez-y. Il y a 2 points sur lesquels je suis pas sûr. Parfait. Le contrôle du ballon. OK. Plus la direction. En faisant la tête, il l'a envoyé plus vers le côté. Il pouvait à ce moment-là, parce qu'au moment de la pause, quand il a fait sa tête, la faute n'a pas eu ensemble. OK. Le ballon s'en va vers... On va regarder encore une fois, juste pour avoir un dernier indice. Est-ce que si la faute n'est pas commise, il a la possibilité d'aller récupérer le ballon? Trop loin pour un professionnel?
trop loin pour un professionnel? OK? Donc, direction vers le but, la réponse c'est oui. OK? Ça, c'est clair. Donc, distance, direction. Est-ce qu'il y avait un autre défenseur à considération? OK? Carton rouge? Des doutes? Mathieu? Tu gardes jaune? Au moment que la faute est commise, le joueur fait face à l'extérieur du filet. L'angle n'est pas en direction de OK, mais likelihood to keep possession of the ball. À ce moment-là, ça laisse le temps. Même s'il réussit à le passer, il y a un défenseur qui arrive en arrière. Mais est-ce que c'est vers le but? Est-ce que c'est vers le but? Donc, est-ce qu'il... Moi, pour moi, ça va vers le but. OK? Comme j'ai dit, OK, on va passer. OK? S'il fait la même chose dans le coin de la surface de réparation, je suis d'accord avec toi. Là, il est en plein centre de la surface de réparation. Donc, même s'il pousse son ballon, où il va s'en aller? Il va s'en aller à la limite de la surface de but. Gros maximum, là. Gros maximum. Il va s'en aller à la limite de la surface de rebut. Crochet, il est encore à très grande proximité. Mais c'est pas celle-là, là, c'est celle-là qui m'a trop. Pour moi, c'est pas en direction du filet. C'est en dehors. Mais c'est le filet. OK. Sans la faute, là, il faut prendre la photo au moment de la faute. Là. Au moment de la faute. Donc, photo au moment de la faute, est-ce que les défenseurs sont en position pour challenger le ballon? Exact. Donc, le défenseur, il est derrière l'attaquant. Est-ce qu'il y a une chance immédiatement de contester ce ballon-là? La réponse est non. Ça, c'est certain. Je pense que tu avais la main devant. Oui, mais on s'entend que même si le défenseur revient, OK, je te l'accorde, même si le défenseur revient, il revient prendre quoi? La position du gardien de but, plus ou moins. Et puis, le gardien de but, on l'a dit tantôt, via le penalty, ça serait quand même une chance évidente. Puis en plus, ce joueur-là n'a pas la possibilité de jouer avec ses mains. OK? Donc, même si oui, il s'en allait, comme tu dis, là, aller prendre la position du gardien de but, le gardien de but est déjà battu, est déjà sorti. Donc, n'est plus là. Non, mais une chance évidente, comme on dit, une chance évidente, c'est pas une chance certaine. Il faut faire la distinction, bien la distinction entre les deux. Une chance évidente, comme on l'a dit tantôt, le penalty, c'est 75% de chance de marquer, puis on considère que c'est une chance évidente. Donc, il ne faut pas avoir un but certain pour... Pour moi, c'est ma position aussi, mais le but, c'est pas de me convaincre moi, puis je veux pas, c'est pas de l'endoctrinement non plus que je veux faire là, mais c'est, comme je vous ai dit plus tôt, c'est d'essayer de penser de la même façon et penser, parce que là, je veux pas pour toutes vous autres, en tant qu'arbitre, c'est quoi qu'on regarde comme ligue professionnelle la plus proche ou qui est la plus facilement accessible pour nous? C'est la MLS. Et la MLS, qu'est-ce qu'elle vient nous dire sur ce clip-là, cette décision-là? C'est que l'arbitre s'est trompé. Il aurait dû donner carton rouge. OK? Donc, moi, ce que je viens faire, c'est juste essayer de vous montrer, bon, OK, parfait. Ça suscite de l'intérêt, ça suscite des discussions. C'est ça l'objectif. Et c'est pas de dire tout le monde est d'accord au premier coup d'œil,
mais de comprendre à la fin de la journée le pourquoi on est à dire que c'est un carton rouge. C'est justement, puis je pense que le gros point, c'est que c'est un joueur professionnel. Et pour un joueur professionnel, c'était pas pousser trop loin le ballon de l'avoir fait comme il l'a fait. OK? Si on parle dans nos ligues ici, en Ligue 3A, peut-être dans des plus jeunes catégories, j'aurais pas la même discussion que ça. Mais il faut se mettre dans le contexte ici professionnel. C'est bon? On va continuer. Celle-là est plus évidente, je crois. Quelqu'un se risque? Donc, est-ce que ça fait l'unanimité? Parfait. Oui, monsieur. Non, mais, parce que, dans le fond, souvent, on va entendre dire, Monsieur l'arbitre, c'était le dernier défenseur. Donc, ça n'a pas le choix d'être carton rouge. Mais pourquoi je disais le mythe? Parce que ça n'a aucune référence dans les lois du jeu. OK? Aucunement, à nulle part dans les lois du jeu, il y a référence à expulser un joueur pour avoir anéanti une chance nette de marquer et qu'on fait référence au fait, dans les critères, qu'il y a l'aspect du dernier défenseur. Absolument. Absolument. Comme si les 4 considérations que j'ai parlé ne sont pas respectées, ça peut être le dernier défenseur, mais à ce moment-là, si la distance ou si la direction du but vers le but n'est pas respectée, à ce moment-là, ça ne sera pas carton rouge. Effectivement. Oui, je ne sais pas qui. Le cercle central? C'est ça, le positionnement des défenseurs. Si on réplique. Même si c'est là, c'est quel joueur qui est le plus proche. Même si, mettons, le contact aurait été justement dans le cercle central, regardez la position du numéro 19. Imaginez justement le contact là. Et répondez encore aux mêmes critères. C'est ça. Le nombre de défenseurs qui l'entourent, la direction, la possession et likelihood de La probabilité de. C'est ça. Oui. Mais encore là, je comprends l'opinion, mais la bonne façon de le réfléchir, c'est vraiment en utilisant les mêmes considérations, comme Mathieu vient de le dire. OK? La bonne façon de réfléchir un cas comme ça, c'est vraiment de prendre considération une par une et dire, j'ai les 4 auxquels je suis capable de dire oui, expulsion, je suis pas capable de dire oui aux 4 considérations, pas d'expulsion. Oui. Ça pourrait devenir un carton jaune si, par exemple, le défenseur gauche qui est en bas, je sais que c'est un courant extrêmement rapide et que je sais qu'il pourrait rejoindre le gars qui continue à sa course. Tout à fait. Tout à fait.
c'est un jugement, puis quand on parle de nombre et de position des défenseurs, bien évidemment, si on a les caractéristiques physiques de ces défenseurs-là et qu'on sait, en connaissant l'attaquant, parce qu'au niveau professionnel, c'est ça qui est la réalité, là, les arbitres connaissent un peu plus les caractéristiques personnelles des joueurs, donc connaissent la vitesse de l'attaquant, connaissent la vitesse du défenseur. Si l'arbitre juge avec cette information-là que le défenseur a une chance de récupérer, en effet, donc le critère sur les défenseurs ne serait pas respecté et on ne donnerait pas le carton rouge à ce moment-là. C'est bien ça. OK? Il n'y a pas de limite dans les lois du jeu. Je dirais que c'est certain que ça va dicter, souvent ça va se dicter là, par, premièrement, on risque pas, je vais plus parler par ce qu'on voit souvent sur le terrain, ça risque pas de se produire en zone défensive. OK? Donc, on s'entend que dans la moitié de terrain défensive, on ne risque pas d'avoir un joueur qui va être expulsé pour avoir anéanti. Pourquoi? Parce que souvent, les défenseurs vont être plus reculés, normalement. Mais ça ne sera pas précisément à cause d'un critère de distance en nombre de mètres, mais beaucoup plus pour l'ensemble des critères, des considérations qui ne seront pas respectées. Puis c'est juste par le fait que la position du jeu est en conséquence de si on est en zone défensive, les défenseurs vont fort probablement être en position pour aller récupérer ou pour aller contester le ballon à ce moment-là. C'est bon? Est-ce que ça répond à la question? OK. Ben, si tu as un autre texte, tu me diras, tu pourras me dire si ça répondait à la question. Mais, si je peux revenir en conclusion sur ça, c'est vraiment les considérations, encore une fois, qui mènent le bal. OK, c'est bon. Super. La technologie aujourd'hui, ce que ça peut faire. Ah, je pense que c'est le même. OK. Ouais, mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est le même. OK, je vais juste vous montrer le premier. Je pense que c'est lui qui est vraiment le plus pertinent. J'avais pas vu la ligne. OK? Donc, est-ce qu'on a besoin d'en discuter? Distance? Direction? Position des défenseurs? Contrôle du ballon? Donc, on vient de comprendre pourquoi le carton rouge était la bonne décision dans ce cas-là.
Quelqu'un qui essaie? Quelqu'un de différent qui a pas donné son avis jusqu'à maintenant? Pardon? OK. Donc, puis comment vous le justifiez? OK. Les défenseurs n'étaient pas à proximité. Parfait. La distance, on était quasiment rendu dans le but. C'est bon. La position des défenseurs. Puis, est-ce qu'il y avait le contrôle? Donc, question? Bien, pas de question. OK? Pas de question. Et la question, c'est... non, le constat qu'on peut faire, c'est que cet arbitre-là a dû se faire frotter les oreilles un petit peu. OK? Parce que, en effet, il aurait dû donner le carton rouge sur cette situation-là. Pardon? Au Cameroun, ça n'existe pas au Cameroun, c'est ça? OK. Ça ressemble plus à nos... Ouais. Si. OK? Donc, peu importe qu'est-ce qui a été fait par l'arbitre, le joueur est resté sur le terrain là, dans cette situation-là. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un se risque? On va le faire ensemble? La direction? La distance? Les défenseurs? Le contrôle? Tout est là. Carton rouge. Pas plus compliqué que ça. Donc, qui dit carton rouge? Une question? Est-ce qu'il y a une question? J'ai entendu question. OK, donc bonne décision, carton rouge, ça va? Encore une fois, même les 4 mêmes considérations. Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut considérer le gardien par rapport à la distance du jeu? Parce que si le gardien est à 1 mètre du ballon, ce n'est pas totalement évident. Tout à fait. Vous avez un excellent point. OK? On s'entend que si le ballon, si le gardien avait été vraiment proche et aucune chance pour l'attaquant de pouvoir chipper le ballon au-dessus, ou lober en bon français, le ballon au-dessus du gardien, en effet, ça aurait été une information importante à considérer. Mais dans ce clip-là, le joueur avait suffisamment d'espace pour pouvoir lober le ballon par-dessus le gardien et donc les 4 considérations sont respectées pour pouvoir expulser le joueur pour avoir anéanti une chance évidente de marquer. OK, mais je comprends. Votre question, je la comprenais plutôt comme est-ce que le gardien, dans le fond de son but, doit être considéré? Non. Mais en effet, s'il met une pression et le joueur n'a plus de possibilité d'avancer, en effet, vous avez bien raison. Oui. On aurait donné...
Donc, à ce moment-là, le critère de évident, donc la notion de chance évidente de marquer n'est pas là. Donc, bien entendu, on ne peut pas donner le carton rouge. Maintenant, ça revient à la loi de savoir si on va donner ou non un carton jaune. Donc, est-ce que, si c'est un croche-pied, comme on vient de voir, est-ce que le croche-pied a été fait avec imprudence, avec témérité? Donc, si on répond avec imprudence, on ne donnera pas de carton. Si on répond avec témérité, on va donner carton jaune. Même si c'était imprudent, si c'était une attaque prometteuse, on doit donner le carton jaune. Pardon? Dans ce cas ici, ben tu sais, c'est ça. Il y a l'aspect témérité et il y a l'aspect quand même que c'est même si ce n'est plus une chance évidente, c'est quand même une chance prometteuse que le joueur a coupée en faisant cette faute-là. Est-ce que ça va? Oui? Dès qu'on dit que l'attaquant a le contrôle du ballon, qu'importe si le gardien est à 1 mètre ou à 2 mètres, l'attaquant qui a le contrôle du ballon qui est face au gardien, plus la probabilité qu'il marque un but est assez élevée. Donc, je n'ai pas nécessairement réfléchi, il est à 1 mètre du gardien, est-ce que... Mais c'est certain que le fait que le gardien soit à 1 mètre, l'avantage qu'il a, s'il est à 1 mètre et dans sa propre surface de réparation, c'est qu'il peut prendre le ballon dans ses mains en tout temps. Donc, pardon? Oui, mais pour juger, oui, j'ai parlé de 4 considérations, mais aussi j'ai dit qu'il y a un point qui est vraiment important, c'est la notion de chance évidente de marquer. Et là, on comprend que quand il y a un gardien qui est à 1 mètre, OK, la chance pour le joueur de faire un mouvement et d'aller marquer le but, je ne dis pas qu'elle n'est pas évidente, la chance, je dis qu'elle est moins évidente, OK? Et ça dépendra toujours du mouvement du joueur. Si le joueur est assez habile en attaque pour battre le gardien, et après ça, il tombe, par exemple, parce qu'il y a eu une faute précédemment, c'est une chose. Mais si le joueur n'a pas la possibilité à ce moment-là, le fait que le gardien soit à 1 mètre a un réel impact et diminue la probabilité de l'occasion. OK? Donc, oui, il faut... Exactement. C'est dans le contrôle que ça vient faire un impact, justement. Parce que avoir le contrôle, c'est d'être en mesure... C'est comme si on disait, va porter le ballon au fond du but complètement. Est-ce que tu as la possibilité de faire ça? Évidemment, si le gardien est à une bonne distance, beaucoup moins possible si le gardien est dans une position restreinte avec le joueur. Oui. La première situation. La première dans la... Celle-là? Oui, mais le gars... Moi, ce que je dis, c'est que je ne veux pas prendre en considération la distance que le gardien a avec le joueur. Dès que le joueur a le contrôle du ballon, c'est une chance très prometteuse. Oui, mais... On ne devrait pas suranalyser à savoir, OK, est-ce qu'il est à 1 mètre, est-ce qu'il est à 2 mètres, est-ce que l'attaquant a le contrôle du ballon? Oui. Non, mais ça a un impact sur la chance évidente. OK? Ça a une chance sur ça a un impact sur la chance évidente. OK? Donc, comme on a dit, c'est certain qu'un échappé ou un joueur a beaucoup de distance, il y a beaucoup de flexibilité dans son mouvement. OK? Donc, plus tu as de distance avec le gardien, plus tu as possibilité de zigzaguer. Plus le gardien est proche de toi, moins tu as de manœuvrabilité dans ton mouvement. Et donc, de ce fait-là,
l'évidence de la chance de marquer est beaucoup moins grande. C'est dans cet aspect-là qu'il faut le voir, là. C'est ce que j'essaie de... Je comprends très bien le point que tu amènes, puis c'est un excellent commentaire, mais c'est vraiment de ce côté-là comme ça qu'il faut le comprendre. Un joueur a beaucoup moins de flexibilité quand il y a une pression sur lui que quand il y a beaucoup d'espace devant lui. Parfait? Ça va conclure. Un défenseur fait la faute sur le joueur, mais au moment de la faute, le ballon était déjà presque perdu. Le gardien prend relax le ballon, il n'a plus de rouge là. C'est le même événement parce que le joueur n'avait plus de bon faute. Donc, un des quatre critères, mais plus dans l'autre, on n'a plus de carton rouge là. C'est la suite logique de votre résultat. Allez-y. Pas de problème. Merci beaucoup d'avoir été là. Question? Si le gardien est à 2 mètres, encore là, c'est une question de habileté. Toi, en tant qu'arbitre, tu as une appréciation de la qualité technique du joueur qui est en possession du ballon. Est-ce que, dans ton opinion en tant qu'arbitre, ce joueur-là, avec le 2 mètres dont il possède, a la possibilité on doit s'attendre à tout? Oui. Oui. Non, mais ici, la situation est différente dans le sens que on s'entend que le joueur a fait la tête et que le contact se fait après que la tête a été commise. Donc, la tête a été faite, le contact survient ensuite. OK? Donc, là, on vient dire, le gardien là, n'est plus dans la course. S'il ne touche pas au joueur, il est battu. Le ballon continue de rouler, le joueur ne se fait pas toucher, il continue à aller chercher le ballon et il marque. Ça, il n'y a pas de question là-dessus. Donc, c'est pour ça, dans ce cas-là, on ne parle pas d'un gardien qui est actif, qui ne touche pas au joueur, qui est à 1 mètre devant. Lui, il a la possibilité de plonger à gauche et à droite et de bloquer le ballon. Dans le cas qu'on vient de voir, le gardien, déjà en mouvement vers l'avant, le joueur attaquant touche la tête et s'il n'y a pas de contact, le gardien est complètement battu déjà. C'est la distinction qu'il faut faire, là. Ça va? Donc, si on l'a vu, je vais peut-être l'avancer là, parce que c'est un peu long. En effet, le line-up. On attend tu dois attendre un coup d'envoi. Est-ce que la bonne décision a été prise? Parfait. Encore une fois, même cadre de réflexion, les 4 circonstances qu'on passe une à une. Non, même l'arbitre, c'est ça. Donc, tout est évident. On passe au suivant. Oh oui. Ça, c'est pas harcèlement. Encore une fois. Correct. Carton rouge. C'est bon. Donc,
Je vais juste en faire quelques-uns, puis je vais nous ramener, là, pour finaliser, je vais vous ramener vers comme je vous disais, les clips de notre principale ligue professionnelle, donc la MLS. On a regardé un de cette année. Donc, décision. Carton rouge. Coup franc direct à l'extérieur de la surface de réparation. Excellent. Bon, celui-là, il était un petit peu plus difficile, OK? Mais je le gardais pour le dessert. Et regardez bien la réaction de l'arbitre. C'était complexe. Mais au final, on est arrivé, c'est plate que ça arrive, vous allez voir pourquoi, mais au final, on est arrivé à prendre la bonne décision. Après s'être repris une deuxième fois. Ouais. Qu'est-ce que vous remarquez? À qui il a donné le carton? Au mauvais joueur. Ça, c'était dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vais vous poser la question qui tue. Est-ce qu'il y avait une faute? Est-ce qu'il y avait une faute où le ballon a été joué conformément à la loi? OK? Tu dis de toucher le joueur en premier? Parfait. Vous avez l'impression qu'il a touché le ballon en premier? OK. Donc, si vous jugez ça, qu'est-ce que vous auriez fait? On continue? OK. Je vais vous... Ouais. Je vais vous faciliter la vie. OK? Touche la jambe avant de toucher le ballon. Donc, dans cet angle-là, beaucoup mieux, beaucoup plus facile à rendre comme décision, mais ça vient confirmer
que la décision sur le terrain a été la bonne. OK? Et là, j'arrive dans un autre sujet, là, mais l'importance d'être à proximité et dans le bon angle de vision. OK? Ça n'aurait pas pu être pris comme décision sans la proximité, le bon angle de vision, ainsi que la collaboration entre les arbitres. Hein? Bien, pas nécessairement courir plus vite qu'eux, mais à tout le moins être dans le bon angle qui va nous permettre de prendre cette décision-là. Mais la collaboration aussi. OK? Sauf que dans un cas comme ça, si vous remarquez, la faute se produit de ce côté-là. Donc, l'arbitre assistant qui est là-bas, très difficile pour l'arbitre assistant de juger sur la réponse faute ou pas faute. Donc, c'est beaucoup plus l'arbitre qui peut prendre une décision de ce type-là. OK? Et donc, la position, l'angle de vision, dans ce cas-là, est plus importante que la collaboration entre les arbitres. La collaboration va aider à identifier le joueur, à donner la sanction au bon joueur, mais au niveau de la faute, ce n'est pas l'arbitre assistant qui est le mieux placé pour porter ce jugement-là. Celui-là aussi est intéressant. OK? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? OK? Éloi? Oui. OK. Merci. C'est bon pour la première passe. Par contre, là, à ce moment-là, comme je disais tantôt, le carton rouge ici, ça aurait été pour anéantir une chance nette de marquer. Comme il y a avantage et comme il y a but, il n'y a plus rien dans la loi qui nous dit qu'on doit expulser le joueur. Et là, dans ce cas-là, on doit revenir à la loi qui dit, pour une faute de ce type-là, qui est le tacle, est-ce que c'est commis avec imprudence ou témérité? Dans ce cas-là, l'arbitre, puis même la Ligue, la MLS, se sont positionnés en disant que ce n'est pas une faute qui a été commise avec témérité, mais une faute qui a été commise avec imprudence. Et c'est pour ça la raison pour laquelle il n'y a pas eu de carton. Et pour ma part, c'est la bonne décision aussi. Cette faute-là n'a pas été commise de façon téméraire. Est-ce que ça va pour l'explication du pas de carton? C'est bon. Oui. C'est vrai qu'on a entendu dans les dernières années, il a essayé d'annuler, finalement ça n'a pas marché, il donne la raison. Oui, mais on entendait ça, surtout dans les fautes de main, où le ballon frappait la main, continuait à rouler, pénétrait dans le but, on accordait le but. Vrai, et c'est encore vrai, que dans ces cas-là, on va accorder un carton jaune au joueur qui a commis la faute de main. Mais dans le cas d'une faute autre que de main, c'est vraiment de cette façon-là qu'il faut le réfléchir. Posez-vous la question. OK? Oui, la faute, mais on donnerait un carton pourquoi? Jaune pourquoi? Je te pose la question, ce serait jaune pour toi. Pourquoi tu donnerais jaune pour toi? Je suis d'accord avec toi. Là. Simplement, on a la loi, tu donnerais un jaune pourquoi ici?
C'est comportement antisportif, exactement. La main. Ça pourrait être ça pourrait rentrer, c'est ça. Puis là, ça rentre dans un jugement. Si cette faute-là, tu considérais qu'elle a quand même été commise à des fins tactiques, à ce moment-là, tu serais légitimé de donner le carton jaune qui va avec la faute à des fins tactiques pour comportement antisportif. Exactement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Super. Est-ce qu'on a encore du temps? Nécessairement se casser la tête avec le gardien dans les situations-là. Je pense qu'on avait ici une occasion claire que le joueur ou l'équipe pouvait soit avoir, en anglais on dit likelihood, to keep possession of the ball. Je ne sais pas comment le dire en français. La probabilité de gagner ou de conserver le contrôle du ballon. L'attaquant, était-tu dans une bonne position pour conserver le ballon? Je pense qu'il n'y a pas de conservation. Là, après, on descend encore avec les autres critères. Le nombre de défenseurs à prendre en considération, sa position, la direction. Mais l'arbitre a signalé, c'est sûr que l'arbitre a crié l'avantage dans ce jeu-là, mais c'est un avantage qui était mérité. C'est un avantage que vous devez risquer Oui. pour la beauté du jeu. Parce que le pénalty aurait fait prendre le temps. Parce que ça, c'est un avantage dans la surface de réparation. On se fait dire, oh, si tu as un avantage, ne le donne pas. Mais celle-là, pour l'esprit du jeu, pour le spectacle, il faut cet avantage-là. Parce que notre rôle là, en tant qu'arbitre, ce n'est pas de dire d'expulser des joueurs pour expulser des joueurs. Le but ultime, c'est le spectacle. Et le spectacle, autant que possible, on essaie de maintenir tous les joueurs sur le terrain dans la mesure où c'est possible. Donc, exactement, même que dans les commentaires sur ce clip-là, les responsables de l'arbitrage ont remercié l'arbitre d'avoir donné l'avantage parce que, de un, le but a pu être marqué et le joueur attaquant a fait preuve d'esprit sportif en se relevant parce que, sachant qu'il avait été fauté, il aurait pu s'effondrer par terre, attendre le sifflet, prendre le penalty, le carton rouge. Donc, on félicitait l'esprit sportif de l'attaquant, mais aussi on félicitait l'arbitre pour sa patience qu'il a rapporté dans ce cas-là, parce qu'on a accordé le but, puis en même temps, on a gardé un joueur de plus sur le terrain. Des questions? Non? Donc, vous voyez la provenance de mon petit tableau? Non, j'ai changé les couleurs, là, mais il vient de là. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais. OK? Voici une autre situation où le gardien est impliqué. OK? Donc, c'est le fun. Ça a été un des points qui a peut-être suscité un petit peu plus de réaction. Et pourquoi, dans ce cas-là, la bonne décision de donner le carton jaune était... Pourquoi l'arbitre a décidé de prendre le carton jaune, selon vous, là? Avec les considérations qu'on a vues tout au long de la soirée? La proximité des défenseurs? Je pense qu'on regarde pas. Regardez comme il faut. Est-ce qu'un défenseur vraiment là, à proximité? Au niveau de la faute? Non, je ne pense pas qu'on parle de défenseur. Le point
laquelle on ne répond pas positif dans cette situation-là, c'est la possession du ballon. OK? Donc, la possession du ballon n'est pas assez évidente par le joueur attaquant pour faire en sorte que les 4 considérations sont respectées. Et donc, la bonne décision, c'est le carton jaune. Mais parce qu'on ne répond pas positif au contrôle du ballon. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Distance? Direction? Position des défenseurs? Il n'y a pas d'autres défenseurs qui sont en mesure? OK. Est-ce que le joueur est en possession? Est-ce que le joueur est en possession? Les 4 critères sont là? OK? Donc, carton rouge, bonne décision. Ça ne crée pas de problème pour personne? Tout le monde est d'accord? On va en voir 2 derniers, puis je pense que ça va compléter. OK? Est-ce que c'est évident? Direction, distance, nombre de défenseurs, aucun autre défenseur à proximité. Possession, tout est là. Carton rouge. Là, on a du plaisir. Oui. OK. Donc, je pense qu'on a vu ce qu'on voulait voir. Est-ce qu'il a donné le carton rouge? Non, hein? Il a donné jaune? C'est ça qu'il a donné, pas vrai? OK. Bon, je vous confirme que ça aurait dû, puis je suis certain que c'est ça qui... J'ai pas lu là, toute l'information, mais je suis certain qu'ils doivent dire dans les commentaires que ça aurait dû être carton rouge, sans aucun doute.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc. Je pense que là, on va y aller d'un petit dernier. Ça, c'est trop facile. OK. Donc là, il y a un clip intéressant pour terminer. OK? Je veux juste faire un parallèle avec l'avantage qui a été donné tantôt. OK? Tantôt, on a dit bonne décision de l'arbitre d'avoir été patient. Ici, au contraire, l'arbitre a été un petit peu rapide et a sifflé alors que l'attaquant se relevait. OK? Et a sifflé. Donc, au contraire de l'autre situation, a été obligé d'octroyer le penalty. Vous voyez où ce que j'en viens? Je pense que vous faites la mécanique dans votre tête, vous réalisez que les 4 conditions sont là. Donc, a expulsé le joueur et on a eu un penalty en plus. OK? Donc, au final, on se retrouve avec un joueur de moins sur le terrain, un but plus que probable, et puis on aurait été un petit peu plus patient de la part de l'arbitre, et on aurait eu ce même but-là parce que le joueur a marqué en se relevant. Donc, oui, il y a les considérations, oui, il y a les 4 critères, mais aussi la patience dans des situations comme ça qui est vraiment très importante. OK? Donc, en conclusion, bien, premièrement, oui, je vais répondre à la question. S'il donnait l'avantage? Oui. Dans ce cas-là, hein? C'est ça. OK? C'est bon? OK. Donc, en conclusion, bien, merci. Dans un premier temps, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci pour toutes vos questions. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous réalisez l'importance, justement, de la mécanique qu'on a essayé de travailler tout au long de la soirée. Puis, ce que je peux vous donner comme meilleur conseil, c'est de prendre ce matériel-là puis d'essayer de l'intégrer dans vos parties le plus rapidement possible pour être en mesure de développer cet automatisme-là qui va faire en sorte là, que les bonnes décisions qu'on a prises en groupe ce soir, vous allez pouvoir les retransposer sur le terrain, faire en sorte d'utiliser ce même cadre de réflexion-là. Donc, merci encore pour votre temps, puis au plaisir de se revoir sur les terres. Pardon? Au début, tu étais nerveux, ça se Ah un peu, puis après, ouais. ça s'est calmé tout Ah. de suite, c'est bien. Ouais, c'est bien.